À l'intérieur du coffre, Danaé priait. « Allô, Zeus ? C'est moi, Danaé. Pardon de te déranger, mais mon père m'a fichu à la porte. En ce moment, je me trouve dans un coffre au milieu de la mer. Percé est avec moi. Alors, si tu pouvais faire quelque chose pour moi, ce serait vraiment sympa. » Zeus fit mieux. Il invoqua une pluie bienfaisante qui s'infiltra par les trous du couvercle, procurant de l'eau potable aux deux prisonniers. Il persuada son frère Poséidon de calmer la houle et de dévier les courants pour leur assurer une traversée sans encombre. Poséidon fit également en sorte que des sardines se faufilent à l'intérieur du coffre pour régaler Danaé avec des sushis. Au bout de quelques jours, la barcasse coffre en bois aborda une île, Sériphos, à une centaine de milles d'Argos. Danaé et le bébé risquaient toujours la mort, car le couvercle était cloué. Heureusement, un pêcheur, Dictys, reprisait ses filets sur la plage après une rude journée de labeur. Quand il aperçut un grand coffre à la surface de la mer, il trouva ça bizarre. Il entra alors dans l'eau et le ramena jusqu'au rivage dans ses filets. « Je me demande ce qu'il contient, se dit-il. Du vin, des olives, de l'or ?» Une voix de femme s'éleva alors du coffre. « Au secours !»« Par les dieux !» s'exclama Dictys. « Mais il y a des gens là-dedans !» À l'aide d'un couteau, il décloua le couvercle et découvrit Danaé percée à l'intérieur, sale, épuisée et sentant le sushi pas frais, mais vivant. Il leur offrit du pain et de l'eau, puis il demanda à la jeune femme comment elle s'était retrouvée là. Danaé lui raconta son histoire sans s'appesantir sur les détails. Elle ignorait où elle était tombée et si le souverain local n'était pas un copain d'Acrisios. Elle dit simplement que son père l'avait chassée parce qu'elle était tombée amoureuse et avait eu un enfant sans sa permission. « Mais qui est le père ?» s'enquit Dictys. Zeus. Le pêcheur la crut. Sous la crasse, il la devinait assez belle pour avoir séduit un dieu, et sa façon de parler, de se comporter, trahissait ses origines royales. Il ne demandait pas mieux que de les aider, elle et son bébé, mais plusieurs sentiments s'affrontaient en lui. « Je pourrais vous conduire chez mon frère, dit-il à contre-cœur. Il s'appelle Polydecte, et c'est le roi de cette île. » « Tu crois qu'il nous accorderait l'asile ?» demanda Danaé, pleine d'espoir. « J'en suis persuadée, » répondit Dictys avec un brin de nervosité. En effet, son frère était un sacré dragueur, et il craignait qu'il ne montre un peu trop d'empressement à accueillir la jeune femme. « Mais si ton frère est roi, » réfléchit Danaé, « comment se fait-il que tu sois un simple pêcheur ? Surtout ne le prends pas mal, c'est un beau métier, pêcheur, mais... J'ai préféré prendre un peu de distance, des problèmes avec la famille, tu comprends ? » Danaé comprenait. À présent, elle hésitait à demander la protection de Polydecte, mais elle n'avait pas le choix, à moins de transformer son coffre en hutte et de s'établir sur la plage. « Ce serait bien que je fasse d'abord un brin de toilette, non ?» suggéra-t-elle. « Surtout pas. Connaissant mon frère, moins tu seras attirante, mieux ça vaudra. Au contraire, je te conseille de te frotter le visage de sable et de te couvrir la tête d'algues. » Dictys conduisit Danaé et le bébé à la capitale, dominée par la masse du palais royal. À la vue des murs de grès, des colonnes de marbre blanc, des étendards qui flottaient au sommet des tourelles et des gardes à la mine patibulaire qui encadraient la porte principale, la jeune femme regretta presque son coffre en bois. Toutefois, elle entra derrière son nouvel ami pêcheur. Le roi Polydecte les reçut sur un trône en bronze massif, pas franchement ergonomique. Le mur derrière lui était décoré de trophées de guerre, armes, boucliers, étendards, ainsi que de têtes d'ennemis momifiées. Rien de tel pour égayer un intérieur. « Eh bien, qu'est-ce que tu m'amènes là ?» lança-t-il à son frère. « Pour une fois que tu prends quelque chose d'intéressant dans tes filets. » Dictys cherchait un moyen poli de dire « S'il te plaît, ne lui fais pas de mal et épargne-moi. » Quand Polydecte le congédia. « Tu peux nous laisser. » Les gardes expulsèrent sans ménagement le malheureux pêcheur. Polydecte se pencha alors vers Danaé avec un sourire qui ne le rendait pas plus sympathique, car il avait les dents de travers. Les guenilles de la jeune femme, le sable sur son visage, les algues et les minuscules sardines dans ses cheveux ne dissimulaient pas mieux sa beauté que le paquet de linge sale qu'elle serrait sur sa poitrine. Elle avait des yeux magnifiques et un visage parfait. Donnez-lui un bon bain, des vêtements appropriés, et elle pourrait passer pour une princesse. « N'aie pas peur, dit-il. En quoi puis-je t'aider ?» Danaé tomba à genoux et fondit en larmes, espérant l'attendrir. « Sire, mon père le roi d'Argos m'a chassé de sa maison. J'implore votre protection. » Si Polydecte ne fut guère ému, son esprit se mit en branle. Argos, une jolie ville. Son roi, le vieil Acrisios, n'avait pas d'héritier mâle. Quelle veine! En épousant Danaé, Polydecte était assuré de régner sur les deux cités, avec 2 salles de trône.
Il aurait enfin la place d'exposer toutes les têtes momifiées qui moisissaient dans ses réserves. « Princesse, c'est un plaisir de vous offrir un refuge, dit-il. Je jure sur les dieux que vous n'aurez rien à craindre sous mon toit. » Il se leva de son trône, décidé à prendre Danaé dans ses bras pour lui prouver son affection, mais comme il approchait de la jeune femme, le paquet de linge qu'elle tenait devant elle se mit à pousser des cris stridents. Polydecte fit un bond en arrière. Les cris cessèrent. « Un paquet de linge qui crie » s'exclama-t-il. « Mais c'est de la sorcellerie !» Danaé se retint de pouffer devant l'expression horrifiée du roi. « Non, mais ce n'est pas un paquet de linge, sire. C'est le fils que j'ai eu avec Zeus, Persée. J'espère que votre protection s'étendra à un enfant sans défense. » Polydecte réprima une grimace. Il détestait les bébés, ces petits êtres bouffis, ridés qui ne faisaient que pleurer et souiller leur lange. Distrait par la beauté de Danaé, il n'avait pas remarqué celui-ci plus tôt et le regrettait amèrement. Mais il était trop tard pour se dédire. Tous ses serviteurs et ses conseillers l'avaient entendu offrir l'asile à la jeune femme. Et si le gosse était vraiment le fils de Zeus, en général, les dieux n'appréciaient guère qu'on balance leur progéniture à la poubelle. Il se força à sourire. « Bien sûr, quelle adorable petite chose. Je lui accorde également ma protection. » En fait, il fit une nouvelle tentative pour s'approcher. Le bébé, qui possédait un radar anti-tyran, recommença à hurler. « Ah, le gamin du coffre, si j'ose dire. Je propose de le confier au temple d'Athéna, à l'autre bout de la... Dans le meilleur quartier, je veux dire. Les prêtres prendront bien soin de lui, et pendant ce temps, chère princesse, vous et moi pourrons faire plus ample connaissance. » Polydecte n'était pas habitué à ce qu'on lui résiste. Il pensait qu'il lui faudrait à peine 15 minutes, 16 à tout casser, pour convaincre Danaé de l'épouser. En réalité, les 17 années qui suivirent ne furent qu'une longue succession de frustrations. La princesse repoussait obstinément ses avances. Il avait beau la combler d'attentions, appartements privés, bijoux et vêtements de marque, domestiques, buffets à volonté, elle voyait clair dans son jeu. Elle n'était pas plus libre au palais qu'autrefois dans sa prison de bronze. Elle n'avait pas le droit d'en sortir et les seules visites qu'on lui accordait étaient celles de son fils et de ses gouvernantes du temple d'Athéna. Danaé vivait dans l'attente des trop rares moments qu'elle passait avec Persée. Bébé, il hurlait chaque fois que le roi s'approchait d'elle. Incommodée par ses cris, Polydecte quittait alors la pièce en quête d'aspirine. En l'absence de son fils, elle devait faire preuve d'imagination pour décourager ses tentatives de flirt. Quand il se présentait à sa porte, elle prétendait être malade, courait se cacher dans la buanderie ou sanglotait jusqu'à ce que le roi gêné se retire. Plus il la poursuivait, plus elle le repoussait. D'une certaine manière, leur entêtement mutuel forçait le respect. Plus Persée grandissait, plus l'avenir s'éclaircissait pour Danaé, et plus il s'assombrissait pour Polydecte. Le gosse, après tout, était un demi-dieu, doué de multiples talents. À 7 ans, il envoyait un homme au tapis à main nue. À 10, il maniait l'épée mieux qu'aucun soldat de l'armée royale et tirait des flèches d'un bout à l'autre de l'île. Au temple d'Athéna, il avait appris l'art de la guerre ainsi que la sagesse. Choisir ses ennemis avec soin, honorer les dieux, bref, tout ce qu'il vaut mieux savoir pour atteindre l'âge adulte. En bon fils qu'il était, il rendait visite à sa mère aussi souvent que possible. S'il ne hurlait plus quand le roi s'approchait d'elle, il le fusillait du regard avec tout un arsenal pendant de sa ceinture, jusqu'à ce qu'il batte en retraite. Polydecte aurait pu renoncer, il ne manquait pas de femmes à importuner. Mais vous savez ce que c'est, plus on vous refuse quelque chose, plus vous vous entêtez à l'obtenir. Au fil des ans, le roi devint obsédé par Danaé. Il devait à tout prix l'épouser avant qu'elle ne soit trop vieille pour avoir d'autres enfants. Il voulait voir son propre fils lui succéder sur le trône d'Argos, et pour ça, il fallait que Persée disparaisse du paysage. Mais comment se débarrasser d'un demi-dieu sans le tuer soi-même ? D'autant plus qu'à 17 ans, le jeune homme était devenu le plus fort et le meilleur guerrier de l'île. La solution, c'était de lui tendre un piège, de faire en sorte qu'il cause sa propre perte sans que la faute ne rejaillisse sur lui, Polydecte. Au cours de son règne, celui-ci avait vu une tripotée de héros massacrer des monstres, sauver des villages et d'adorables chiots avant de conquérir de jolies princesses et de s'assurer des contrats publicitaires juteux. S'il méprisait ce cirque, il ne lui avait pas échappé que la plupart avaient un point faible, une vulnérabilité susceptible, avec un peu de chance, d'entraîner leur mort. Quel était le point faible de Persée ? Le jeune homme était un prince d'Argos, un fils de Zeus. Pourtant, il avait grandi dans un royaume étranger, sans fortune et avec sa mère pour seule famille. Ce passé l'avait rendu chatouilleux sur sa réputation. Pour prouver sa valeur, il accepterait de relever n'importe quel défi. Polydecte sourit dans sa barbe. Il avait justement un défi à lui proposer. Quelques jours plus tard, Polydecte décréta une collecte de cadeaux pour la fille d'un roi voisin. Celui-ci, Oénomaos, était un de ses vieux amis et sa fille, Hippodamie, devait bientôt se marier. Mais tout ça n'a aucune importance pour la suite de l'histoire, de même que les cadeaux n'étaient qu'un prétexte. Polydecte organisa une fête,
à laquelle il convia les VIP de Séryphos. Ceux-ci, désireux d'impressionner le souverain, rivalisèrent pour offrir les présents les plus somptueux. Une famille donna un vase en argent incrusté de rubis, une autre un char en or attelé de chevaux blancs. Rien n'était trop beau pour Hippodamie, la future mariée. En retour, Polydecte les couvrit de compliments et leur fit comprendre à quel point ils étaient importants. Il finit par repérer Persée près du buffet. Le jeune homme ne lâchait pas Danaé d'une semelle tout en s'efforçant de passer inaperçu. Il n'avait aucune envie d'être là avec cette bande de snobs et de lèche-bottes. Mais il devait protéger sa mère au cas où Polydecte se montrerait un peu trop entreprenant. Alors il rongeait son frein en buvant du punch tiède et en grignotant des mini-saucisses sur des pics à cocktail. Le roi le héla de loin. « Eh oh, Persée, dis-moi, qu'as-tu apporté pour la fille de mon ami ? On prétend que tu es le guerrier le plus redoutable de Séryphos. J'imagine que ton cadeau sera à la hauteur de ta réputation. » C'était lâche et mesquin. Chacun savait que Persée était pauvre. Les autres invités ricanèrent. Ce morveux n'avait que ce qu'il méritait. Les gens détestent qu'un étranger, surtout un demi-dieu beau gosse et bourré de talons, leur vole la vedette. Persée rougit. « Ne réponds pas, lui souffla Danaé. C'est un piège. Il essaie de te mettre en colère. » Mais Persée ne l'écoutait pas. Il avait horreur qu'on le ridiculise. Le roi et sa cour le traitaient comme un vulgaire clochard, lui, le fils de Zeus. Il en avait plus qu'assez de Polydecte, de la façon dont il se comportait avec sa mère. Pendant la foule des invités, il s'avança vers le roi et l'interpella. « Je ne suis peut-être pas le plus riche de cette assemblée, mais moi, au moins, je tiens toujours parole. Dites-moi quel cadeau vous désirez pour Hippodamie et je vous l'apporterai. » Des gloussements nerveux s'élevèrent de l'assistance. Polydecte réprima un sourire. Il y avait longtemps qu'il attendait ce moment. « C'est bien parlé, approuva-t-il. Mais les promesses s'envolent. Irais-tu jusqu'à prêter serment, mettons sur le Styx ? Pour info, ne jurez jamais sur le Styx. Si vous manquez à votre parole, Hadès, les Érinies et tous les démons des enfers se feront une joie de vous tourmenter pour l'éternité, sans espoir de libération conditionnelle. » Persée jeta un coup d'œil à sa mère, qui secoua la tête. Faire une promesse solennelle à une crapule telle que Polydecte paraissait un très mauvais plan. Les prêtres qui l'avaient élevé le lui auraient vivement déconseillé. Mais le jeune homme se tourna vers la foule ricanante et déclara d'une voix forte. « Je jure sur le Styx de vous apporter ce que vous me demanderez. Que voulez-vous de moi, sire ?» Le roi se carra dans son fauteuil de bronze inconfortable et promena son regard sur les murs décorés de têtes momifiées. « Apporte-moi la tête de Méduse. » La foule poussa un cri terrifié. Le seul fait de prononcer le nom de Méduse était réputé porter malheur. Alors la traquer afin de lui couper la tête, c'était une mission que personne n'aurait souhaitée à son pire ennemi. À l'origine, Méduse était une jolie fille qu'Athéna avait transformée en un monstre hideux, le plus terrifiant de toute la Grèce, pour la punir d'avoir flirté avec Poséidon dans un de ses temples. Vous trouvez que vous avez une sale tête au saut du lit ? Eh bien, qu'est-ce que vous diriez de Méduse ? Elle était tellement affreuse que son regard vous pétrifiait. Évidemment, on ne dispose d'aucun témoignage direct, mais on prétend qu'elle avait des ailes de chauve-souris, des serres de cuivre en guise de doigts et des serpents venimeux pour cheveux. Elle vivait dans une caverne à l'écart du monde, avec ses 2 sœurs également transformées en monstres ailés pour avoir osé demeurer à ses côtés. Les 3 étaient connus sous le nom de Gorgones. C'était donc le 2e épisode de notre livre Percy Jackson et les héros grecs. Et aujourd'hui, la question que je vous pose va vous demander peut-être un petit peu de recherche. Je voudrais en fait simplement que vous me donniez le nom des Gorgones. Vous venez d'apprendre que Méduse avait 2 sœurs et qu'à elles 3, on leur donnait le surnom de Gorgone. Est-ce que vous pouvez me trouver le nom des 2 sœurs de Méduse ? Et puis me dire si, comme Méduse, elles ont des particularités. Puisque Méduse, vous l'avez entendu, pouvait pétrifier les gens du regard. Pétrifier, ça veut dire transformer en pierre. Est-ce que les sœurs de Méduse avaient aussi des particularités, des capacités de ce genre ? Et comment s'appelaient-elles ? N'hésitez pas à m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène sur le NT et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.